Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle solution pour une gestion durable des déchets au Maroc? C'est le thème des éco-débats ce soir, mais avant, voici l'édito. Nous abordons donc ce soir un sujet ou plutôt quelque chose dont personne ne veut, les déchets. Et pourtant, si vous faites partie des malheureux riverains de Casablanca ou Tanger, rien que l'idée d'y penser peut réveiller en vous un désagréable souvenir olfactif. Et pour cause, les décharges qui accueillent les tonnes de détritus de ces deux grandes métropoles ne disposent pas d'un système efficace et durable de gestion. Du coup, les effluves des lixivias au jus de décharge polluent non seulement l'air, mais menacent aussi l'eau des nappes phréatiques. Quand on sait que la seule décharge de Mediouna reçoit quelque 1,5 million de tonnes d'ordures par an, un chiffre toutefois contesté, voire contestable au vu de l'omerta qui couvre les activités et le business juteux qui s'y fait, avec des dommages collatéraux visibles et nuisibles à l'environnement, voire même à l'agriculture. Pourtant, la Cour des comptes, à 2 reprises, a épinglé la gestion de cette décharge. Et pas que. À Rabat aussi, la capitale, la même Cour des comptes a relevé des insuffisances graves dans la gestion déléguée de la collecte et de l'évacuation des déchets ménagers. Mais pourquoi les contrats de gestion délégués ne sont-ils pas respectés? Qui pointait du doigt? En tout cas, pour les premiers concernés, c'est une question de mandats électoraux locaux. Et je clôturerai avec l'étape ultime qui devrait en théorie boucler la chaîne des déchets, le recyclage. Seulement 7% des déchets au Maroc sont valorisés à ce jour. Pourtant, une partie de nos déchets sont une aubaine pour les industries. 5 tonnes de déchets équivalent à 1 tonne de fuel. Mais à l'exception de quelques cimenteries, d'autres industries tout aussi énergivores n'en veulent pas de ces déchets qui valent de l'or en temps de flambée des prix du pétrole. Et tout simplement, si on revenait à ce proverbe soufi du Xe siècle, la propreté fait partie de la foi, pour peut-être en finir une fois pour toutes. Place au débat. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohamed Chaibi, président de la Coalition pour les valorisations des déchets, la COVAD. Monsieur Chaibi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également sur le plateau d'éco-débat, Hassan Chouaouta, président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et environnement, l'AMEDE. Bonsoir à vous aussi et bienvenue sur le plateau d'éco-débat. Merci madame, merci pour le choix du thème, merci pour l'invitation. Et pour représenter le secteur public, j'ai le plaisir de recevoir Hafsa Al-Khlifi, chef de la division des filières de valorisation des déchets au sein du secrétariat d'État chargé du développement durable. Madame, bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Bonsoir madame, c'est un plaisir. Pour représenter la société civile, un plaisir de recevoir Abdelrahim Khseli, coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Monsieur Khseli, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci. Alors, parlons d'abord peut-être de l'aspect juridique. Il y a une loi qui régit ce secteur de la gestion des déchets. Elle remonte à 2006. Que dit cette loi 2800 Monsieur Khseli, tout d'abord. Oui, je crois que la loi 2800, déjà, rien que ce nom, c'est la loi de gestion des déchets et leur élimination. Et donc, elle n'est pas orientée valorisation parce que l'historique de développement du secteur de gestion des déchets n'est pas très ancien au Maroc. Vous l'avez bien dit, c'est uniquement 2006 qu'il y a une loi 2800 qui était vraiment très avancée. En cette période, il y a aussi le PNDM, Plan national des déchets ménagers, avec 40 milliards dirhams, mais les objectifs étaient vraiment, c'est-à-dire de base. Ça veut dire déjà, on cherche uniquement à ce que tous les déchets soient collectés et mis en décharge. Au début, on voulait vraiment mettre en décharge l'ensemble des déchets, avec un objectif de 20% de valorisation qu'on n'a pas pu atteindre jusqu'à présent, vous l'avez bien dit. Donc on est très loin des chiffres qui ont été annoncés. Et aussi, on a un problème parce qu'on travaille par phase. Donc on n'a pas encore atteint 100% de nettoiement et de collecte des déchets. Et on n'a pas encore pu avoir une vraie stratégie, ni une vision partagée de la gestion des déchets. C'est pourquoi on est toujours... On traite les déchets comme des ordures et non pas comme des ressources. Donc cette loi, elle est obsolète finalement aujourd'hui. Je crois que le ministère, il va nous répondre qu'il est en train d'être d'abord révisé pour être actualisé. C'est tout à fait normal parce qu'elle a joué un rôle, mais il ne peut plus le jouer. Nous, en tant que société civile, l'AMCDD, l'ASVT, l'Observatoire et d'autres acteurs, on est en train aussi de
proposer une révision de cette loi. On a des experts, on a organisé 3 ateliers Fès, Tanger, Casablanca. Et le vendredi prochain, on aura vraiment un atelier, puis on aura une rencontre avec les acteurs publics et les acteurs territoriaux pour débattre quelles sont les dispositions qui doivent être changées pour que cette loi ne devienne plus un frein vers la valorisation et le recyclage et le tri, mais que devienne vraiment un moyen d'accélérer ce processus. C'est ça l'objectif, parce que pour l'instant, les déchets, ça représente vraiment un grand problème, déjà pour l'impression des Marocains dans toutes les études, et même pour les enfants, avec la Fondation Mohamed VI, dans un concours dans lequel j'avais fait partie du conseil, on a demandé à tous les jeunes Marocains de prendre des photos de l'environnement pour le premier concours. Et ce qui a monté de tout le Maroc pour les jeunes scolarisés, c'est des photos de déchets. Et les premiers gagnants, les 3 premiers, c'était des photos de déchets, parce que ce concours faisait partie d'un concours international. On a gagné aussi le concours international par les déchets. Le deuxième concours, la même chose. Mais après, on leur a demandé de ne plus photographier les déchets. Il y a autre chose. Et les photos, les belles photos sur le bon environnement qu'on a au Maroc, ils sont remontés. Ça veut dire que la représentation des Marocains sur l'environnement, elle est très sensible aux déchets, parce qu'on le voit et le revoit chaque jour, et parce qu'on le vit au quotidien. C'est pourquoi il y a d'autres secteurs de l'environnement qui sont plus néfastes à la santé, comme la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Ils sont plus dangereuses. Mais pour le Marocain, celui auquel il est le plus sensible, c'est le plus ressenti, c'est les déchets. Alors, la représentativité des déchets, mais aussi la responsabilité finalement du citoyen marocain et de cette jeunesse-là dans finalement la gestion de ces déchets, parce que le citoyen aussi a son rôle dans cette question. Nous y reviendrons naturellement. Alors, je me tourne justement vers la représentante du secrétariat d'État chargée du développement durable, Hafsa El-Khlifi. Alors, le secrétariat d'État a établi une nouvelle stratégie. Alors, pour établir cette nouvelle stratégie, il a dressé un état des lieux. Oui. Quelles en sont les principales, d'abord, conclusions, et puis les principaux axes qui ont été traités en urgence? Alors voilà, merci Madame pour la question. Mais avant, j'aimerais bien dire un petit mot concernant la loi 2800, parce qu'il a été adopté, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Lorsqu'il a été adapté, il est venu avec des solutions à des problèmes qui ont été posés au début des années 2000. Donc, le collecte était déficitaire, la mise en décharge était déficitaire, la professionnalisation du secteur était déficitaire. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais après l'adoption de la loi 2800, il y a eu initiation du PNDM, que vous connaissez tous, le Programme national de gestion des déchets. Et il a permis quand même de marquer des avancées très importantes. On est aujourd'hui à 85% de collecte. On est à peu près à 60% de mise en décharge. Il y a une professionnalisation du secteur. Quand vous dites professionnalisation du secteur, c'est-à-dire le secteur privé est entièrement intégré dans toute activité concernant la collecte et la gestion et l'exploitation des décharges. Avant, il n'y avait aucun engagement de privé dans la gestion du secteur. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que la situation est catastrophique. C'est vrai qu'il y a de nouveaux problèmes qui se posent, mais ça veut pas dire qu'il y a des endroits critiques et dont le ministère est très conscient et il est en train de chercher des solutions, bien qu'avec les collectivités territoriales qui sont les premiers concernés par la gestion de ce secteur. Mais on ne va pas dire que la problématique est là, aucun effort a été fait. Le Maroc non, on ne dit pas qu'aucun effort n'a été fait. Au contraire, des efforts ont été faits, mais finalement, on voit que les choses se détériorent. Pas partout quand même. Pas dans partout. Les grandes métropoles, bien naturellement. On ne parle même pas du rural, hein, parce que ça, c'est une autre paire de manches. Alors aujourd'hui, la stratégie, comme vous le savez, la nouvelle stratégie qui a été, on peut la qualifier de stratégie fille de la SNDD, de la Stratégie nationale de développement durable, oui. Parce qu'il rentre dans le cadre justement de l'exécution de l'un des axes stratégiques, à savoir la gestion intégrée des déchets
pour permettre la transition vers une économie circulaire. Alors, ces objectifs, effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est de donner un état des lieux de la répartition des déchets au niveau régional. Donc, on peut aujourd'hui, un investisseur qui veut investir en matière de recyclage, valorisation de déchets, avoir une vision claire. Où est-ce qu'elle peut investir? Est-ce que cet investisseur, est-ce qu'on attire l'attention de ces investisseurs justement? Est-ce qu'il y a des incitations pour que le secteur privé soit un peu plus impliqué? Vous parliez d'implication du secteur privé. Ça c'est prévu effectivement dans la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie, elle a défini 8 axes. Parmi les axes, il y a création d'un cadre attractif des investisseurs, notamment soit par des appuis financiers, soit par des avantages fiscaux, par les TVA. Il y a beaucoup d'actions qui sont prévues dans ce cadre. Donc, il y a la nouvelle stratégie. Il fixe des aspects qui concernent notamment le renforcement du cadre réglementaire, comme il a été présenté par le collègue, l'aspect organisationnel, l'aspect financier notamment, à la fois en matière de responsabilisation des producteurs et en matière d'incitation des investissements. Il y a également l'aspect, tout ce qui est passage à l'économie circulaire, notamment par le développement des filières, mais par région, pour que chaque territoire bénéficie de l'avantage. Vous avez dit dans votre introduction, personne n'en veut. Je vous dis, c'est l'inverse. Tout le monde en veut de ces déchets parce qu'ils sont mais après, ce n'est pas organisé. On va parler des chiffonniers, justement, qui font la récolte. Il y a des milliers de personnes qui vivent de cela. Mais si on devait peut-être organiser un peu mieux cela, d'abord donner un cadre juridique, enfin, en tout cas, que les conditions sociales de ces chiffonniers soient respectées, qu'ils soient payés et que le secteur soit organisé. C'est ce que la société civile et d'autres associations demandent finalement. Alors, nous allons y revenir. Nous allons revenir à ce point. Alors, la COVAD, donc cette coalition pour la valorisation des déchets, elle englobe un peu tous les acteurs. On a parlé société civile, le secteur public, également le secteur privé. Alors, aujourd'hui, vous, le bilan que vous dressez, d'abord, comment vous travaillez finalement pour répondre à ces besoins, on peut le dire, urgents pour gérer ces déchets? Écoutez, d'abord, la COVAD, juste un rappel, a été créée à la veille de la COP 21, un certain au mois d'octobre 2014. Donc c'est tout récent. Et ce besoin de créer cette COVAD est venu justement du fait que les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, etc., avaient besoin d'avoir une plateforme de concertation pour ne pas sortir des lois ou des statistiques sans concertation, et pour que ce qui sort pour application soit approuvé en amont. Par tous les acteurs. Par tous les acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres, par exemple? Vous parlez des chiffres qui sont... Est-ce que nous disposons des chiffres? Est-ce que, par exemple, le chiffre d'1,5 million de tonnes ou de 7 millions sur le plan national, est-ce que ce sont des chiffres viables? Alors, la COVAD, en tant qu'instrument, institutionnellement, a les moyens de remonter vers ses membres, parce que qu'est-ce que c'est que la COVAD? C'est un pôle public où il y a 3 ministères clés, environnement, industrie, intérieur par rapport dans ses rapports avec les collectivités locales, plus 3 grandes compagnies nationales, ça c'est OCP entre autres, ça c'est le public. Le privé, c'est la CGM, plus toutes les fédérations qui travaillent dans le domaine des déchets, que ce soit des collecteurs ou des gens qui font du traitement ou des gens qui font du recyclage. La plasturgie, la fédération du papier-carton, la fédération. Et enfin, last but not least, il y a aussi les organisations non gouvernementales qui sont membres de cette COVAD et les experts. Donc on a là un lieu où tout le monde, là on peut puiser, chez chacune de ces composantes, on peut puiser les chiffres qui sont, et en faisant des recoupements, on peut obtenir une synthèse de ces chiffres-là. Une première synthèse avait été faite en 2008 et concrétisée par un rapport de 2013 dont parle d'ailleurs la nouvelle stratégie et qui a servi de base pour construire les chiffres
malheureusement, la culture de la concertation au niveau national, pas seulement, je ne jette la pierre ni à Paul, ni à Pierre, ni à Aïcha, non, nous avons alors qu'il s'agit d'un problème national au niveau de la proximité de chaque citoyen, et les images que vous avez montrées, les photos dont ont parlé les enfants, etc., c'est un problème qui concerne chaque citoyen, mais on le traite en vase clos. La plupart de chacun considère qu'il a la prééminence pour traiter de ces problèmes. Et quand bien même si on devait le traiter à vase clos et de son côté, au moins qu'il y ait des résultats. Il y a eu ce discours royal de 2013, oui. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats depuis ce discours? Alors, c'est la plus haute autorité de l'État qui a lancé un appel clair, notamment en ce qui concerne la ville de Casablanca. Mais est-ce que quelque chose a été fait depuis 2013? Alors vous avez dit que la COVAD a été créée en 2014, une année après. Une année après, on a fait quand même on a participé à COP21, un side event, on a participé à COP22, un side event, on a fait un symposium international, on a ramené des experts internationaux, on continue, on a toute l'année 2018, 17-18 avec la société civile, on a fait des tables rondes, on est en train de diffuser justement des tas de données, d'informations et des choses que le citoyen ne connaissait pas. Et votre émission, je m'en réjouis, elle nous permet justement de continuer à diffuser cette information. Le citoyen a besoin de savoir comment ces déchets peuvent être traités. Et nous, à la COVAD, on a notre V, c'est la pyramide inversée des priorités. Le sommet, c'est le déchet, on ne doit pas en produire. Si on ne peut pas l'éviter, il faut le réutiliser. Si on ne peut pas le réutiliser, il faut le recycler. Si on ne peut pas le recycler, il faut le transformer. Du coup, on en est où au Maroc dans cette pyramide? Dans cette pyramide, on est encore à tout début. La collecte Ceci correcte. dit, il faut relativiser. Il y a des pays en Europe, les pays nordiques, sont pratiquement à zéro déchet. Rien ne se paye, rien ne se crée, tout se transforme. Les pays comme la France sont encore en train de chercher 50% de recyclage, même dans leur programme de transition écologique, énergétique. Et les pays du sud de l'Europe sont proches du Maroc. Hein. Alors, juste pour peut-être faire le tour de table par rapport à cette question, Hassan Chouaouta, donc vous représentez l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Est-ce qu'on a recours à cette expertise? Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça relève, comme l'a soulevé Madame Khlifi, des communes et des collectivités territoriales. Est-ce qu'on a recours à des experts pour, d'abord, comme on l'appelle, une décharge contrôlée, pour que cette décharge soit vraiment contrôlée? Okay. Moi, d'abord, je voulais rebondir sur le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, la loi 2800, il a été adopté en 2006, mais la négociation et la discussion a été initiée en 1996. C'était une loi qui était accouchée difficilement. Pourquoi? Ceci dit, parce qu'il y a des contraintes, il y a des conflits d'intérêts. Les communes, à quel niveau? Alors, les communes n'étaient pas prêtes, pour vous dire. Nos communes n'étaient pas prêtes. Financièrement? Financièrement, mais pourtant, politiquement. on paye une taxe. J'arrive, madame. Ah, d'accord. Les communes n'étaient pas prêtes. D'abord, politiquement. Secondo, financièrement. Troisièmement, c'est en termes de ressources humaines. Parce que vous avez demandé est-ce que l'expertise nationale est sollicitée. Aujourd'hui, nous étions sollicités pour accompagner la mise en œuvre de tout ce programme PNDM. Mais aujourd'hui, il y a également, même au niveau de l'expertise, il y a de l'ordre à mettre dans cette expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans, et puis il est appelé expert en environnement. Et puis le malheur, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit au niveau des études, un certain nombre d'études qui sont faites, notamment au niveau régional, au niveau provincial, c'est de n'importe quoi, et on le dit, on assume notre responsabilité. Le citoyen, vous avez posé une question importante, le citoyen, in fine, c'est lui qui paye le service de collecte des déchets. Mais bien sûr, la commune ne lui fait pas de cadeau en lui ramassant ses ordures. Le Casablancais, c'est 100 milliards de centimes, ça représente un tiers du budget de la commune de Casablanca. Mais sauf qu'il faut également être, je dirais, point de vue, honnêteté intellectuelle l'impose, c'est que Casablanca, c'est également un dossier qui est difficile. Et la commune seule ne peut pas gérer ce projet. Parce que rien que, madame, l'acquisition des fonciers et l'accès aux fonciers, c'est une problématique, pas seulement pour les décharges, mais pour tout l'investissement.
Et Sa Majesté, à chaque fois, il a rappelé. Donc c'est pour ça que nous avons créé tout un arsenal juridique, rien que pour faciliter l'accès au foncier. Mais quand vous dites l'accès au foncier, c'est par rapport aux décharges, c'est ça? Aux décharges, oui. Donc aujourd'hui, la décharge de Mediouna, donc de Casablanca, Aujourd'hui, ils ont 35 elle est autour hectares. de 60... combien? Ils ont 35 hectares, ils sont obligés de tout faire dans les 35 hectares. Sachant que, si je prends par exemple cet exemple, s'ils font que de l'enfouissement technique, c'est-à-dire que l'enfouissement, même contrôlé, c'est un site qui va être consommé, saturé dans 5 ans. Très bien. Donc le problème au niveau politique, c'était ça. Donc aujourd'hui, la loi, il a rendu, il était très profitable pour le Maroc, il faut le dire. C'était une loi qui était très avancée par rapport à nos capacités. Moi, je le dis, et la loi n'est pas un frein pour la valorisation des déchets. Parce que le mot gestion intègre tout le processus de gestion des déchets, ceux qui connaissent le secteur. Et par contre, la loi n'était pas comme catalyseur pour pouvoir stimuler la valorisation. Moi, je suis d'accord dans ce sens. C'est ce que vous rejoignez justement. Oui, ce mais que disait il va falloir Célé. quand même rendre César ce qui est à César. Alors c'est ce qui rendre à César ce qui est à César. Alors, est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'expert, Oui. consulté pour l'établissement, pour la préparation des cahiers des charges pour ces sociétés de gestion des déchets par les communes? On est sollicité, et moi je pense que ceux qui nous connaissent, moi personnellement, j'ai travaillé sur tout le territoire national. Plus encore, c'est qu'aujourd'hui, avec le PNDM, avec l'appui de l'État, aujourd'hui nous sommes sollicités en Afrique. Et par conséquent, nous avons une mission que vous ne pouvez pas imaginer. Nous ne pouvons pas aller vendre à l'Afrique nos technologies si nous n'arrivons pas à résoudre et à gérer bien nos déchets. Aujourd'hui, le Maroc a été donné comme exemple au niveau de conception. La conception elle-même des PNDM, c'était quelque chose de très avancé. Sur le papier. Maintenant, au niveau de décharge, on ne peut pas, même si vous me dites que... Qu'est-ce qu'une décharge contrôlée? Parce Alors, qu'il y a 2,5 milliards qui ont été déboursés, n'est-ce pas, dans le plan 2014-2018. Alors, qu'est-ce qu'une décharge contrôlée? Pour simplifier, le citoyen ne voit que la collecte parce que c'est le le plus apparent au niveau. Il ne voit qu'un camion passer, mais il ne se pose jamais. Il y a d'autres apparences. Maintenant, on commence à les sentir, les décharges. Hein. Maintenant, aujourd'hui, parce que le tonnage, ça augmente d'une manière considérable. Parce que, rapidement, un chiffre. En 84, la population, 64% de la population marocaine vit au rural. En 2014, c'est l'inverse. Et donc, vous imaginez toute la pression sur nos villes. Maintenant, une décharge contrôlée, c'est quoi? C'est tout simplement, avant, on cherchait la carrière la plus proche pour pouvoir jeter tout simplement les déchets. Mais aujourd'hui, une décharge, d'abord, le site, il est bien choisi pour éviter tout conflit avec son environnement, c'est-à-dire point de vue géologique, point de vue proximité. Donc, tous ces critères sont... et moi, je suis fier parce que je suis, avec le ministère, auteur de guide de présélection des décharges. Maintenant, quand le site est bien choisi, il y a la conception, c'est-à-dire on essaie d'isoler tout simplement la décharge, les déchets de leur environnement, du sol. Et pour ça, on fait une géomembrane, d'abord terrassement, argile, pour éviter le maximum d'imperméabilité. Tout cela est respecté. Tout ça, c'est respecté. Mais il va falloir également, donc ça c'est fait, mais malheureusement, Casablanca, c'est une décharge qui n'est pas contrôlée. Et ça cache tout l'effort, malheureusement, qui a été fait au niveau national, parce que, comme a dit Hafsa... Mais qu'est-ce qu'il faut pour contrôler? Alors, la décharge, il est bien conçu. Il est bien conçu, en principe, il est bien conçu parce qu'on isole le sol, on enfouit les déchets, il y a un système de récupération de l'exivia, l'eau, mais il n'est pas traité au niveau national. Ça, c'est un problème. Malheureusement, elle est rejetée parce qu'il y a un problème. Elle est rejetée où? Elle est rejetée dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel. Tant qu'à faire, c'est même pas la peine d'installer des installations. Non. Au moins, on les isole. Au moins, on les collecte. On les isole, on les collecte. En fait, c'est comme pour le problème de gestion des déchets. Il y a des efforts. Au moins, on les collecte. C'est pareil pour l'eau polluée. Je continue, madame, s'il vous plaît. Non, il faut dire que ce lixivia, donc le jus de décharge, contient des métaux lourds. On parle de plomb, on parle de métaux qui impactent la santé du citoyen. Alors, il y a des initiatives qui sont faites, sauf que quand on a commencé, également il y a des historiques, quand on a commencé, les premières sociétés, c'était toutes des sociétés étrangères. Et donc, pour eux, le système de traitement de l'exivia, c'est comme si on prend les déchets de l'Allemagne ou de la France, alors qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques de déchets. On a plus d'eau, on a plus d'eau. Et donc, c'est 70%. Exact. Plus, bien évidemment, quand on conçoit nos décharges, on prend des grandes superficies. Le plus votre décharge est grande, le plus vous avez de la pluie également qui tombe. Et vous avez de l'exivia
plus malheureusement de la pluie. Très bien. Et donc le problème est aussi, c'est au niveau de ces collectivités territoriales. On ne peut pas pousser un secteur si les experts, à la limite, sont bien expérimentés et qu'au niveau communal, vous n'avez pas les ingénieurs qu'il faut. Et donc là, il y avait un déficit en termes de renforcement de capacité. On ne peut pas développer un secteur partout dans le monde si on n'a pas l'organisation au niveau, d'abord le cadre réglementaire, si on n'a pas un cadre réglementaire qui est bien étouffé, si on n'a pas un système de financement durable, parce qu'on ne peut pas continuer à chaque fois que l'État donne des collectivités. Donc ça n'existe nulle part. Le PNDM, il est venu en appui aux collectivités parce qu'on a jugé qu'à l'époque, les communes n'étaient pas prêtes pour pouvoir financer les décharges. Mais la question des décharges, aujourd'hui, on le dit, c'est dépassé. Maintenant, il va falloir qu'on revoie notre manière de faire. Effectivement, les rapports, ils existent. Qu'on revoie notre manière, même par rapport aux citoyens, il va falloir... On reviendra aux solutions. On viendra aux solutions. Le temps de cette première partie s'est écoulé, très vite d'ailleurs. Je vous propose de prendre une petite pause et de revenir au débat juste après. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir à nouveau. Ce soir donc, Éco-Débat s'intéresse à cette problématique de gestion de déchets au Maroc. Alors, avant la pause, il était question de décharge contrôlée. Qu'est-ce qui fait d'une décharge qu'elle soit contrôlée et pas sauvage? Alors, bien sûr, M. Chouaouta nous a bien expliqué, en tout cas, les points essentiels pour qu'une décharge soit appelée contrôlée. Mais qu'en est-il de la réalité, Abdrahim Khseri, quand on voit que des décharges en ce label sont appelées contrôlées, mais qu'en est-il du quotidien, finalement? En réalité, les grands projets se perdent dans les détails. Donc, vraiment, il y a des efforts, ça, il faut le dire. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Sa Majesté, il a été clair en disant que le modèle de développement du Maroc, il a atteint ses limites, il faut le changer. Et ça s'applique vraiment de manière très forte sur la gestion des déchets. Maintenant, il faut absolument avoir une vision beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale, et aussi une stratégie. Il y a déjà un premier effort du secrétariat d'État, il faut l'approfondir, il faut le partager, il faut le développer. Il faut une stratégie qui libère les énergies. D'abord, en parlant de professionnalisme, on a des expériences qui ne sont pas vraiment du privé. La gestion d'Agadir, elle est publique et elle coûte 4 fois à 5 fois moins cher et elle est propre. Combien il y a d'intermédiaires dans cette chaîne finalement aujourd'hui? Combien d'intermédiaires il y a entre la commune et justement le produit final, la gestion des déchets? Pour l'instant, il y a, on dira, 5 acteurs. Il y a d'abord l'acteur commune, c'est elle qui est responsable de la gestion au niveau territorial. Mais ça se fait grâce à l'appui de 2 ministères, le ministère de l'Intérieur avec le PNDM et aussi avec le secrétariat d'État de développement durable. C'est eux qui chapeautent ce projet. Il y a aussi, au niveau territorial, l'acteur qui est responsable de nettoiement, collecte et mise en décharge, généralement, ou mise en enfouissement, ou valorisation, ça dépend des cas. Mais aussi, il y a généralement une autre société qui gère la décharge. Et là, on a eu une évolution. Au départ, toutes les communes étaient gérées par des services d'hygiène, des services de propreté au niveau des communes. Maintenant, c'est le privé qui est entré. Et avec le privé, il y a des réussites, bien sûr, mais il y a aussi des échecs. Et il faut faire une évaluation correcte pour voir que le privé, généralement, il apporte une expertise beaucoup plus forte. Ça doit apporter ça. Et ça doit apporter aussi un coût qui est moins cher avec la compétitivité. Mais à cause du manque vraiment d'expertise, ça a été dit, des acteurs et des élus, parfois ils demandent des choses vraiment qui sont parfois qui coûtent beaucoup trop cher pour faire le balayage de certains ruelles qui ne sont même pas très utilisés, parfois le lavage de certains ruelles, et ça augmente les prix, c'est-à-dire sans vraiment avoir de valeur ajoutée. Donc, sachant que pour le lavage des ruelles, on utilise l'eau. C'est ça. L'élu politique, ça pose problème, parce qu'au niveau d'autres pays, il y a une agence. Et c'est géré de manière beaucoup plus professionnelle, parce que la gestion des déchets, ça reste une action professionnelle, même si le politique, il doit prendre les décisions, il doit évaluer, il doit contrôler. Mais essayer d'entrer dans les choix de manière très politisée, ça vraiment, ça donne un problème. Deuxième problème d'approche, c'est que c'est général. On a une approche généralisée. Tous les quartiers d'une grande ville, Rabat ou Casablanca ou toutes les autres villes, on a les quartiers qui sont très aisés, qui vivent à l'européenne, on a la même loi, même manière de collecter, de mettre en décharge, avec une réglementation identique avec les quartiers qui sont
en souffrance Qu'est-ce ou que ça difficile. change? Ça change que, normalement, on doit adapter la manière et la réglementation en fonction des quartiers. C'est ce qu'on a fait au niveau de l'Association des enseignants des sciences de la vie de la Terre, l'ASVT. On a essayé d'adopter un message adapté au contexte en travaillant sur un projet de 22 villes et 90 quartiers. On a remarqué que lorsqu'on change d'approche et de message, les Marocains, même dans le quartier populaire, ils peuvent faire le tri sélectif à la main dans leur maison. Et ils l'intègrent depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et ça montre que ce n'est pas les Marocains qui ont un problème, c'est l'approche qui faisait problème. Deuxième chose, c'est que dans le PNDM, on avait réservé uniquement 2% à la communication, alors qu'elle est très importante. Alors, il y a un changement par rapport à ce PNDM. Alors, il y a une nouvelle stratégie. Les 2%, ils n'ont pas été consommés. Et ça veut dire qu'on croit, et on croit toujours, que le citoyen, il fait partie du problème. Mais le citoyen, c'est la vraie solution aussi. C'est pourquoi il faut revoir l'approche pour faire du citoyen une partie de la solution avec des incitations fiscales, financières, comme des motivations, comme si se fait avec des objectifs bien clairs. Les directives européennes, elle a, pour tous les pays européens, fixé pour 2030 moins de 10% de mise en décharge. Alors que nous, notre orientation, c'était vraiment la mise en décharge, même avec les décharges sauvages dans les forêts, dans les rivières, puis après dans les carrières. Décharge contrôlée n'a rien réglé, parce qu'en faisant des décharges contrôlées, on a toujours la quantité de déchets, ça a été dit, qui augmentait, et donc ça coûte de plus en plus. 25% du budget des communes, il est réservé uniquement aux déchets. Au Casa, c'est presque 70 dirhams à 90 dirhams le kilo de déchets. Et sans compter la facture de la décharge qui n'est pas encore bien fixée. Si elle venait à être valorisée, si ces déchets venaient à être valorisés, Madame Sal Khalifi, peut-être qu'on va continuer sur cette question. Si elle venait à être valorisée, est-ce qu'on a un chiffre aujourd'hui? Comment ces déchets-là peuvent apporter quelque chose à l'économie marocaine? Alors, en ce qui concerne la valorisation, le Maroc a fait des efforts énormes pour mettre en place un cadre de développement de tout ce qui est filière de valorisation de déchets. C'est vrai, la prise de conscience que le tri et la valorisation est nécessaire a été au tout début de l'application du PNDM. Mais il y avait des priorités. Il y avait une pollution visuelle. Donc, la priorité a été donnée à la collecte et à la mise en place des charges contrôlées. Mais aujourd'hui, la nouvelle stratégie, justement, c'est l'objectif. Pourquoi? On a commencé parce que la SNDD, il fixe 7 enjeux. On a commencé par l'enjeu qui concerne tout ce qui est la gestion intégrée. Qui dit gestion intégrée, c'est l'économie circulaire et dans le secteur des déchets. Aujourd'hui, on a fixé comme objectif, on est à 6% de valorisation des déchets ménagers. On sera, Inch'Allah, on vise atteindre 10 en 2025 et 12. Parce que sachant qu'avant, c'était 20% en 2020. Donc déjà, c'était un peu comme tous les autres plans de 20-20-20. Fixé. Alors, cette nouvelle stratégie, il fixe pour 13 types de déchets des objectifs stratégiques à atteindre pour 2025-2030. Une fois mis en place, on a identifié des actions d'accompagnement. Avec les communes. D'accompagnement de qui? L'accompagnement, donc, après la fixation de cette stratégie, on va travailler avec tous les partenaires concernés, y compris la COVAD, Commerce et l'Industrie, le ministère de l'Intérieur. Elle a quel âge cette stratégie, Madame Khalifi? Elle vient d'être adoptée le 11 septembre. Elle a été présentée, ses résultats ont été présentés. Le 11 septembre 2018, elle a été adoptée. Le 11 mars 2019. Le 11 mars 2019. Exactement. Elle vient d'être présentée. Elle vient d'être présentée et il sera la base. Qu'elle soit adoptée. Donc elle sera la base. C'est pas demain la veille, en tout cas. Alors, il a une spécialité, quels que soient les commentaires des collègues, c'est que cette stratégie, au fait, c'est la première qui traite de la réduction des déchets. Elle fixe des objectifs pour la réduction des déchets. Parce que les priorités n'étaient pas la réduction, mais c'était la collecte. Donc là, on passe à l'étape supérieure. Alors, deuxième, elle concerne, elle a fixé des objectifs pour l'intégration des chiffonniers.
Il y a un objectif pour assurer... Combien sont-ils, ces chiffonniers, Madame Khalifi? Alors, leur nombre n'est pas très maîtrisable. 14 000. Mais en 2010, c'était 7 000. 14 000 au niveau national. C'est variable. C'est variable, on passe du simple au double, là. Exactement. Il y a des études qui disent 14 000, il y a des études qui ont des 21 000. Ça dépend la limite, parce que parfois ils disent informel, parfois ils disent... Non, mais on parle de 21 000 et de 14 000. Parmi ces 14 000, il y a des mineurs, il y a des enfants qui travaillent dans ces décharges. Des conditions très défavorables. Mais est-ce qu'on pourrait leur donner... Alors, si vous permettez, la troisième qualité, c'est que cette stratégie, il prévoit justement l'encadrement de ces chiffonniers, de les structurer, de leur assurer au moins une formation en ce qui concerne l'hygiène et l'importance de l'environnement, ce qui sera un gain pour le Maroc en matière de santé et de protection de l'environnement. Surtout qu'on a signé un certain accord de Paris il y a quelques années, puisque vous parliez de COP21 tout à l'heure, c'est Chaibi. Une réaction peut-être? La réaction, d'abord, j'admire les experts et je suis ingénieur, donc je suis obligé de reconnaître que pour traiter des problèmes, il faut de la technologie. Et les technologies existent. Mais le problème des déchets, ce n'est pas qu'un problème technique. Ça a été à peu près dit en disant que, en fait, le premier problème, il se pose au niveau... Vous avez posé la question, les acteurs. Mais le citoyen, c'est le premier acteur. Le deuxième acteur, c'est son élu pour lequel il a voté, qui se retrouve au niveau de la commune. Le troisième acteur, c'est la société délégataire à qui on a délégué la collecte. Il y a une autre société à qui on reçoit les déchets et qui les traite. Alors actuellement, le seul traitement, c'est d'enfuir. Plus ou moins proprement, plus ou moins, etc., en fonction des compétences et des... Non, mais il y a le tri. C'est-à-dire que si on parle de chiffonniers, ça veut dire que ces déchets sont triés. Il y a le cinquième... Mais qui en profite? Alors, les chiffonniers... Non, qui en profite, c'est Chaibi? Qui? De ce tri que font ces 14 000, 21 000 ou 7 000 chiffonniers. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'informel. Aujourd'hui, on ne voit pas qui en profite. Et du coup, elle n'est pas contrôlée, cette décharge. Si vous permettez, oui, au Madame fait, le tri, il est réalisé sur tous les types de déchets d'une manière informelle. C'est l'État qui n'en profite pas. Mais au fait, oui, mais ceux qui profitent, effectivement, c'est des entreprises qui sont formelles. C'est eux qui profitent de ces gisements qui sont collectés. Ils se plaignent, les entreprises. Attendez, le point de vue de la CGM, qui est aussi membre de la COVAT et de la plasturgie, là, etc., c'est que ces chiffonniers donnent les trucs qu'ils trient, ils les donnent à des gens qui leur profitent, qui ne sont même pas déclarés. Et ces gens qui ne sont pas déclarés... Ils en font quoi, M. Chaibi, quand même? Ils les recyclent. Ils les recyclent pour en faire quoi? Par exemple, si c'est du plastique... Est-ce que c'est pas... non, clairement. Est-ce que l'industrie marocaine ne profite pas de cet informel? Si. Bon, le secteur mais public l'État n'en dit que profite oui. pas. Et voilà. Oui. Et les secteurs organisés, ils sont concurrencés de manière déloyale. Bon, pour le coup, le secteur privé aussi il paye les profite de cette informalité. Non, ce secteur privé paye l'écotaxe et l'écotaxe, elle sert à alimenter l'informel. Aujourd'hui, c'est la situation. C'est un joli détournement, en tout cas, de cette écotaxe. Écoutez, pour ne pas créer une confusion auprès des spectateurs, vous imaginez les déchets. Ceux qui fouillent, c'est dans les rues, ce n'est pas dans les décharges. Juste pour corriger. 90% des déchets qui sont triés, valorisés, ils sont au niveau de la poubelle, avant que ça arrive à la décharge. Au niveau de la décharge, les expériences et les études n'ont montré qu'il n'y a que 7% qui rentrent au niveau de la décharge, qui sont triés. Donc le tri se fait en amont, dans les rues. Non. Maintenant, à qui s'y profite? Tout simplement, ces gens-là, ils n'ont pas trouvé d'autres métiers. Non, attendez, non, vraiment, pour la collecte, alors, moi, je ne parle pas de ces gens-là qui vivent de cela. Je parle de qui profite de ces produits qui sont collectés. Ça profite maintenant aux récupérateurs, parce que c'est un métier. C'est entre 150 dirhams à 200 dirhams comme moyen. Il n'a pas d'autre métier, il n'a pas d'autre information. Pour vous dire, nous avons fait un recensement au niveau de Casablanca. Un recensement, ce n'est pas une enquête. Un recensement de tous les chiffonniers qui sont à Casa. Ils sont à 3400. Il n'y a aucun qui n'a pas... Combien il fait par jour, ce récupérateur? Ça varie entre 50 dirhams, ça varie jusqu'à 200 dirhams par jour. Donc on est capable, au niveau de l'État, de les payer au SMIC ou plus? Non. Il faut dire la réalité, non. Alors, si vous permettez, madame... Peut-être qu'on le laisse finir son idée et je vous reviens, madame Khalifi. Alors, le récupérateur, d'abord, c'est le premier qui profite. Dans quelles conditions, ça c'est autre chose. Mais au moins, c'est une source de vie
pour lui et de sa famille. Maintenant, le second, ça va repris aux grossistes, à qui ils vendent ces récupérateurs. C'est vrai que la valeur ajoutée est beaucoup plus intéressante que le récupérateur. Bien sûr. L'industriel, il importe de la matière, mais s'il le trouve au niveau local, tant mieux. Donc lui, il a besoin de la matière. Je vais vous dire un chiffre qui va choquer. Vous imaginez combien on importe du plastique? Des plastiques. On importe 1,1 million de tonnes de plastique matière vierge. Quelle est la valeur de cette importation 2018, et les chiffres sont officiels, 25 milliards de dirhams. Ça dépasse de loin toute l'importation agricole. Quelle stratégie? Est-ce qu'on est un pays qui est en train de revoir ses ressources, alors que la plus grande fraction du plastique, on l'enfouit dans les décharges? Pourquoi ne pas mettre en place tous les mécanismes pour que notre industrie profite? Il n'y a pas de mal. Est-ce que ça a été calculé? Combien coûterait pour faire ces installations? Oui. Les installations sont coûteuses, c'est vrai, Oui, mais il faut voir que... À long terme. À long Combien? terme, mais il faut prendre un chiffre. Je reviens vers vous, Madame Le Khalifi. PNDN a prévu, Plan national de gestion des déchets, a prévu 40 milliards pour la partie qui est dépassée, qu'il faut revoir maintenant, juste pour l'enfouissement, pour créer les décharges. Si vous prenez l'impact, rien que l'impact sur l'environnement des déchets, il est de 0,4% et représente à peu près... Du PIB, 0,4% du PIB. Du PIB. Et si vous additionnez sur 10 ans, ça dépasse largement ce que le PNDM a prévu comme... Donc si, Ça coûte quelque chose si comme on 3 gère- milliards et demi de dirhams, Si- ce que vous dites là, si- l'impact environnemental. Absolument. Et si vous multipliez par 10, ça 10 ans, fait- on voilà, a c'est dépassé ce que l'enveloppe que le PNDM avait mis. Ça veut dire simplement que déjà à ce stade-là, on est à l'équilibre. Si on va plus loin et qu'on considère le déchet comme une ressource, comme l'a souligné Chouaouta, et que ce qui est enfoui, en fait, il aurait fallu le sécher, le trier correctement, envoyer ce qui est plastique chez les plasticiens, envoyer ce qui est carton chez ceux qui veulent faire de la pâte à papier, envoyer ce qui est métaux chez ceux qui veulent recycler la canette. Une organisation etc. tout court. C'est pas simplement une organisation, il y a aussi des textes de loi. Aujourd'hui, le déchet, il est propriété de la commune. Et que la commune ait 5 000 habitants ou la 100 000 habitants, elle est traitée au même niveau, au niveau des textes de loi. Ça, institutionnellement, c'est quelque chose qu'il faut réviser. Voilà. Il faut permettre la gestion et la collecte des déchets à un niveau intercommunal. Il ne faut pas rester au niveau... il faut créer d'autres problèmes institutionnels, c'est que ce sont les élus qui sont responsables de la gestion de ces déchets, et ces élus, ils ont une durée de vie de 5 ans. D'un mandat. De 5 ans. Et il faut qu'il y ait des agences avec des compétences durables. Des gens qui restent ici, qui associent les experts pour analyser les cahiers de charges. Et cette agence devrait dépendre de qui? De quelle institution? Autonome. C'est des agences qui doivent être gouvernementales. Gouvernementales qui ne dépendent d'aucune... Elles mettent les compétences... Ou peut-être au niveau de la région, mettre je ne sais pas. Moi, je ne sais pas non, mais on est là justement pour proposer des solutions, pour proposer des alternatives. Il faut que ce soit des organes de gestion pérennes. Il ne faut pas que ce soit des organes de gestion volatiles en fonction des échéances électorales. Madame Khalifi, peut-être une réaction et puis je vous fais réagir. Je voudrais juste réagir rapidement sur tout ce qui est valorisation. Depuis 2015, on a commencé à pratiquer, à faire un effort pour structurer la valorisation des déchets, notamment par la signature d'un certain nombre de conventions avec les secteurs privés, concernant les déchets des batteries, les déchets des huiles usagées, différents types de déchets. Et parmi les engagements du privé avec nous dans ces conventions, c'est d'encadrer ce secteur informel et de le structurer dans des coopératives ou des PME, TPE, pour qu'il reste dans les maillons de la filière. Là, c'est une stratégie qui a été adoptée par le ministère justement pour intégrer ces chiffonniers qui travaillent dans des conditions très défavorables. Également par rapport aux appuis qui sont attribués par le ministère aux collectivités locales pour la mise en place des décharges contrôlées. Il y a une clause qui exige du délégataire qui va gérer la décharge contrôlée. Il a l'obligation d'intégrer les chiffonniers qui travaillaient avant au niveau de la décharge. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Bien sûr, au niveau de toutes les conventions. Et vous en tant qu'instance publique, en tant que secrétariat d'État chargé du développement durable, vous avez quand même votre mot à dire là-dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas exclu finalement de ce processus. Ce n'est pas que de la responsabilité des communes.
Non, bien sûr, parce que nous, au début du système, il y a déjà des critères d'éligibilité. On fixe, on ne donne pas les contributions sans satisfaire un certain nombre de critères, notamment l'étude de faisabilité, l'étude d'impact sur l'environnement, ça c'est qui concerne directement le ministère, et une exigence, et l'intercommunalité, il y a d'autres critères, mais puisque vous avez parlé des chiffonniers, il y a une exigence d'intégration des chiffonniers qui travaillent sur les décharges. Mais quand vous parlez de tout cela, de ces clauses-là, elles font partie des cahiers des charges signés avec les sociétés délégataires. C'est pas les cahiers. Ça, c'est le contrat qui nous permet d'attribuer l'appui financier. Mais par la suite, vous pouvez stopper l'appui financier si le cahier des charges n'est pas respecté. Le contrat de gestion déléguée est établi entre la commune et le délégataire. Oui. On n'est pas signataire. Mais votre appui financier, est-ce qu'il sert à cela ou pas? Est-ce qu'il aide la commune justement à faire appel à une gestion délégataires, à payer les délégataires? Donc finalement, vous avez votre mot à dire. On a entendu parler de subventions. Oui, c'est subventionné. Il y a des subventions qui sont prévues pour les délégataires qui veulent faire du traitement de déchets. Et à Casablanca, on veut donner 1 milliard et quelques pour quelqu'un qui va brûler les déchets, alors que les industriels disent que ces déchets, ce sont des ressources pour nous. C'est de la matière première. Il l'a souligné tout à l'heure. Oui, je crois que vraiment, il y a eu une étape. Il faut le savoir, il y a une évolution, ça personne ne le nie, mais ce n'est pas au niveau et à la vitesse et au rythme. Et même les responsables le disent parce qu'il y a une gouvernance qui est inadaptée actuellement, il faut absolument la revoir. Les compétences, on les a, on a de bons experts. Au niveau de l'administration, lorsqu'on parle d'une agence, c'est des cadres du ministère de l'Intérieur et du ministère du secrétaire d'État qui doivent faire partie parce qu'ils ont assez d'expertise. On a des ingénieurs, mais qui sont très limités, des ingénieurs au niveau des communes, qui sont aussi très expérimentés. C'est-à-dire on a l'expertise. Ce qui nous manque maintenant, c'est un petit peu de mettre tout ça vraiment dans le cadre d'une vision beaucoup plus globale et donner la part de l'expertise aux experts et la part du politique aux politiques. Parce qu'on ne peut pas donner toute la décision uniquement à la commune, aux élus. Aux élus, bah oui, la commune, c'est les élus. Ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que ça a été démontré, ça ne marche pas vraiment aussi bien dans les décharges. Et le rapport de la Cour des comptes et tous les autres rapports, les rapports qui vont venir, ils vont démontrer une mauvaise gestion. Parce que c'est une manière, déjà, comme ça a été dit par Sichaibi, par exemple à Casablanca, en parlant de la décharge, ils ne veulent même pas ouvrir le débat. On a fait beaucoup mais ils ne participent pas. Et vous avez organisé un débat, et notamment avec la CGEM. Ils ne viennent pas. Beaucoup de conférences internationales. Ils n'assistent même pas. Et ils ne nous invitent pas pour qu'on débatte. Parce que ce n'est pas une affaire d'élus. Parce que ça va engager tous les citoyens casablancais et même l'État pour des sommes colossales pour 20-30 ans. Donc ils ne peuvent pas prendre une décision, un acteur politique qui a 5 ans. Il faut absolument que la démocratie participative soit plus forte et faire la transparence soit encore beaucoup plus importante pour que tout le monde participe dans les grandes décisions qui dépassent le temps politique. C'est pourquoi on dit qu'il faut revoir le modèle, il faut revoir la gouvernance et on a tous les ingrédients. On a l'expertise, on a des idées et il faut libérer les énergies. Toutes les petites communes, tous les centres ruraux, le centre urbain qui sont émergents, maintenant, on n'a pas de formule pour les résoudre et on ne peut pas suivre la même formule pour tout le monde. Il faut libérer les énergies. On a des acteurs privés qui font du très bon travail, on a des acteurs associatifs qui font du très bon travail. Il faut que tout le monde s'assoie et qu'on fasse vraiment. Et déjà, avec le secrétaire d'État, avec le ministère de l'Intérieur, on a convenu d'avoir un forum biannuel. Et ce forum sera l'occasion d'une évaluation au niveau national, mais il faut aussi des forums régionaux. L'évaluation, c'est elle, participative et transparente, c'est elle qui permet une vraie évolution. Très bien, puisque justement, on va terminer avec les recommandations de tout un chacun. Peut-être, Hassan Chouafta, les meilleures techniques aujourd'hui à adopter au Maroc pour le recyclage. Si Chaibi a parlé d'incinération, c'est révolu aujourd'hui. En plus, ça pollue. Ça peut peut-être même servir aux industriels. Alors, selon vous, en tant qu'expert, brièvement, les meilleures techniques. Je pense que
vous l'avez bien dit, l'incinération est en train d'être abandonnée dans pas mal de pays. C'était une solution comme les années 90 aux États-Unis. Non, c'était une solution dès le départ pour faire face aux quantités, parce qu'il n'y avait pas de recyclage. C'était beaucoup. Alors, techniquement, aujourd'hui, même le compostage aujourd'hui ne peut pas marcher pour la simple raison... Alors, le compostage, c'est pour utiliser les déchets organiques. Organiques, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas un preneur. Il n'y a aucun agriculteur qui va s'engager avec vous, par exemple, si vous faites le traitement, de prendre le déchet, le compost, sur 30 années, 20 années. D'autant plus que c'est un coût aussi. Alors aujourd'hui, on a essayé la valorisation de déchets du point de vue énergétique, fait switch pour produire de l'électricité. Ça a réussi au Maroc parce qu'on peut le réussir. Mais il faut beaucoup de foncier. Voilà, ça c'est le problème. Par contre, le traitement mécanique ou le traitement mécanique et biologique, ça peut également être la solution pour les déchets de Maroc. Sachant qu'il va falloir travailler avec les citoyens pour qu'on essaie de réduire les déchets. Très bien. Primo. Secondo, il va falloir qu'on mette en place une organisation pour promouvoir la valorisation. Et ça, ce n'est pas une affaire d'agence. À la limite, moi, on connaît très bien les expériences internationales. Ça peut marcher sans même agence, à condition que l'État fait les lois. Il veille sur l'application de la loi, et il contrôle, et il ne nous donne aucun sou si les conditions dans lesquelles... Ça, on l'a bien compris. Un dernier mot, Mohamed Chaibi, peut-être pour la responsabilité du citoyen, finalement, en 30 secondes. Pour la responsabilité du citoyen. La responsabilité du citoyen... Parce que vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, je l'ai cité parce qu'il faut éduquer le citoyen et en partant des écoles, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de sensibilisation. Oui, il faut aussi que la commune mette au moins deux conteneurs de tri différents. Qu'on trie ce qui est légumes d'un côté et ce qui est papier et plastique de l'autre, au minimum ça. Et aujourd'hui, dans le cahier de charges de Casablanca, ça vient d'être signé, il n'y a pas ça. Il n'y a même pas les deux... Sachant que Casablanca, c'est un peu un exemple. Hein, mais c'est 25% des déchets du Maroc, c'est l'exemple. Très bien, merci beaucoup. Alors, ma recommandation, c'est vraiment, considérer le déchet comme une ressource et le valoriser soit en matière, soit en énergie. Ce qu'a dit Chouaouta, je souscris totalement. Il faut sécher pour se débarrasser de la partie liquide qui fait des lixiviats. Une fois que c'est séché, on fait du combustible qui peut servir pour les industriels qui en ont besoin ou pour faire produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité. Et surtout, vraiment, je reviens terminer. Le temps est fini. Terminer. C'est l'économie circulaire. Ça consiste pour les producteurs à mettre leur part à prévoir dans le cycle de fin de vie de leurs produits une contribution. Il faut créer un système incitatif de fiscalité verte qui permet de rendre cette économie circulaire, lui donner du fuel pour marcher. C'est des taxations, pas pour aller dans le budget général de l'État, mais des éco-contributions gérées par les partenaires eux-mêmes pour la collecte et la valorisation. Merci Madame, merci Messieurs d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat et de nous avoir enrichi ce débat avec vos idées et recommandations. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.